carbone, carbone haut module, HM, carbone ultra haut module, pré-preg. On entend de plus en plus de qualificatifs pour parler du carbone de nos foils. Alors, pour mieux comprendre de quoi il en retourne, j'ai été à la rencontre d'un des experts français du foil, Damien Chabot de chez Alpine Foil, et je voulais vous partager notre discussion dans cette vidéo. Salut les copains, du coup je vous présente Damien Chabot de chez Alpine Foil. Salut Damien. Salut Erwan. Alors Damien, c'est pas forcément le plus connu des designers dans notre milieu, mais c'est certainement l'un des plus expérimentés, puisqu'avec sa marque Alpine Foil, il conçoit et fabrique des foils en France depuis 2007. Ça avait commencé notamment avec le kite foil. Depuis l'arrivée du wing foil, il s'est aussi emparé de cette nouvelle pratique. Bref, j'ai été rencontrer Damien Chabot au siège de son entreprise au pied des Alpes dans l'Isère. Car pour mieux comprendre de quoi il en retourne sur les matériaux de nos foils, en fait, il n'y avait pas de meilleure solution qu'aller voir un expert, et il y a vraiment très peu de gens mieux placés que lui en France pour nous en parler. Donc merci Damien de m'accueillir ici dans tes locaux. Et du coup, pour commencer, ce que je voulais te demander, c'est en fait pourquoi le carbone s'est imposé un petit peu dès le début comme le matériau un peu de référence pour les foils. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que finalement on peut mettre en œuvre du carbone assez simplement sans faire forcément une grosse production. Donc ça c'est le premier intérêt. Le deuxième, c'est ses capacités mécaniques, c'est-à-dire que le carbone, on a un matériau qui est relativement léger, qui est performant, plus performant pratiquement que de l'acier. Donc c'était, on va dire, le matériau parfaitement adapté à cette pratique. Ok, et en fait, au début, les mâts alu, on en a aussi pas mal parlé sur les foils, et c'était très bien. Puis en fait, de petit à petit, et notamment quand on monte un peu en expertise, le mât carbone fait de plus en plus parler de lui, ou en tout cas fait preuve d'autres qualités. Alors comment t'expliques ça? Alors en fait, c'est vrai qu'au tout début, les tout premiers foils étaient 100% carbone. Les premiers foils qui sont sortis étaient 100% carbone. Puis ensuite, dans un optique de démocratisation, on s'est tourné vers les matériaux comme l'aluminium pour essayer de baisser les coûts et de rendre plus accessibles les foils. Et puis là maintenant, c'est un peu le gros retour en force du carbone, puisqu'aujourd'hui, les pratiquants progressent et on cherche de plus en plus la performance. Et là, le carbone revient en force de ce côté-là. Si on parle de foil en carbone, alors au début il y avait carbone alu. Maintenant il y a toujours l'alu, toujours le carbone. Maintenant arrivé le carbone haut module. Parfois on entend parler de carbone très haut module. Il y a aussi le pré-preg dont on entend parler, alors peut-être un peu moins que le haut module. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Et est-ce qu'il y a donc des différences dans les types de carbone? Alors effectivement, on a 4 grandes familles de carbone. Le carbone HS, donc c'est le carbone, on va dire, standard. On a ensuite le carbone intermédiaire, donc c'est le IM, qui est un peu plus performant, c'est-à-dire qui se situe entre 280 GPa et 340 GPa. On parle de carbone HM au module à partir de 340 GPa. Et puis au-delà, on a les UHM, donc là des carbones très très performants qui dépassent les 500 GPa. Donc c'est GPa, en fait c'est le module d'élasticité, donc c'est ce qui va donner réellement la rigidité du carbone et du foil, donc de son comportement. Et alors, est-ce que un module égal, donc un GPa égal, ou module de Young égal, est-ce qu'il y a différentes qualités de carbone, ou est-ce que en fait les caractéristiques et la qualité sont mesurées par la même unité? Alors en fait, il faut savoir que globalement, il y a 4 grands fabricants de fibres. En fait, on a deux choses. On a les fabricants de fibres qui fabriquent la fibre de carbone, puis ensuite on a les imprégnateurs. Les grands fabricants de fibres, on va avoir Toray, Mitsubishi, Excel, Teijin. Ça, ce sont les 4 grands fabricants. Généralement, si on considère que la fibre fait 340 GPa, peu importe la marque, on est à quelque chose près sur des performances équivalentes. Alors après, attention, le carbone, par exemple, si on parle de carbone HM, tout dépend de la proportion de carbone HM que l'on va mettre dans le foil. On peut très bien avoir 5%
5% de HM et le reste que du carbone standard, ou on peut avoir 90% de HM et là on va pas du tout avoir le même comportement. Et oui, parce que le fait que soit marqué HM sur un foil ou que dans le discours d'une marque il est marqué au carbone moduto, c'est pas normé. C'est-à-dire que en fait chacun marque ce qu'il veut sur les foils ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un contrôle là-dessus? Alors c'est vrai qu'effectivement ça peut être un petit peu un piège parce que dès lors qu'on mettrait 1% de HM, on pourrait dire qu'effectivement il y a du carbone HM. Mais effectivement 1% de HM ou 10 ou 20 ou 30, c'est pas du tout la même chose. Il faut savoir que normalement un foil 100% HM c'est plutôt rare, voire quasiment parce que les coûts sont prohibitifs. Il faut savoir que le coût quand on passe d'un carbone standard à un carbone HM, les coûts c'est quand même exponentiel. Et plus on va partir sur du module intermédiaire, du haut module ou de l'UHM, plus les prix sont exponentiels. Après, dans certains cas, il suffit pas forcément, en mettant simplement peut-être 20% ou 30% de HM, on a déjà des caractéristiques mécaniques qui sont excellentes. Pour peu que la fibre soit disposée bien dans le sens de l'effort et à l'extérieur de la pièce pour avoir un maximum de performance mécanique. Ok, du coup, là tu citais les 4 grands fabricants de carbone. Où est-ce que ça s'achète le carbone? Où est-ce que ça se produit? Où est-ce que ça s'achète? Alors en fait, on va dire que généralement les constructeurs ne traitent pas avec les fabricants de fibres. Ils traitent avec des imprégnateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont soit simplement imprégner le carbone, soit tisser le carbone et ensuite imprégner. Aujourd'hui, on va dire que la majorité des fabricants travaillent en pré-imprégné, c'est-à-dire qu'on va avoir la résine et le carbone dans le même tissu, et c'est un tissu qui est conservé à moins 18 degrés. Voilà un petit peu pour l'histoire du pré-imprégné. Ok, et du coup ça s'achète Ah oui, ça s'achète où? Je te prie de m'excuser. Alors, effectivement, la réponse à ça s'achète, on va dire, en France, en Italie, en Europe, mais aussi en Asie. Alors, généralement, toutes les productions européennes, françaises, s'approvisionnent chez nous en Europe. Nous, de notre côté, on travaille avec Excel, qui est un des imprégnateurs les plus connus, qui travaille pour Airbus, pour la Formule 1, et qui gage vraiment de qualité, aussi bien au niveau de ses résines qu'au niveau de ses fibres. À savoir que Excel fabrique les fibres, tissent, imprègnent, ils font tout. Okay. Alors que certains autres fabricants vont acheter la fibre et la tisser ou l'imprégner. Et entre un foil donc made in France comme les tiens et un foil made in Asia, disons. Ouais. Du coup, est-ce que c'est le même carbone? Est-ce que vous fournissez au même endroit? Alors pas forcément. Alors c'est-à-dire qu'en Asie, on a plusieurs choses. On a des fibres de carbone asiatiques qui sont fabriquées en Asie, qui ne sont pas les marques que j'ai citées tout à l'heure. C'est-à-dire tout à l'heure, j'ai cité 4 grands fabricants, mais on a aussi d'autres fabricants asiatiques qui fabriquent leur propre carbone. Et là, par contre, on est sur on va dire des performances au niveau du carbone qui sont totalement différentes. Tout à l'heure, j'ai parlé du carbone HS, donc le standard, qui commence à 230 GPa. Ouais. Les carbones asiatiques, on est sur du 160 GPa. Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus faible. Alors effectivement, ça a la couleur du carbone, par contre, c'est très loin d'avoir les performances. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Asie, lorsque des productions asiatiques fabriquent des foils avec des hauts modules, généralement ils importent ces fibres, puisque c'est très rare que ces fibres soient produites en Asie, donc elles soient importées du Japon, des États-Unis ou d'Europe. Voilà, donc c'est aujourd'hui certains foils produits en Asie sont en HM, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Et d'un point de vue utilisateur, parce que des fois il y a le point de vue fabricant, tu dis bah moi je mets du super matos dans mon foil et tout, il est mieux. D'un point de vue utilisateur, c'est-à-dire le mec qui va sur l'eau, qu'est-ce que pour lui ça change d'avoir en fait du carbone à module élevé, on va dire, soit du HM, soit UHM, dans une aile ou dans un mât? Qu'est-ce que sur l'eau ça
qu'est-ce que ça impacte sur vous? Alors ça va en fait l'image la plus simple, en fait ça va être un gain de rigidité. Le gain de rigidité, comment ça va se percevoir au niveau du foil? L'exemple il est assez simple. On prend le cas d'un skateboard qui aurait donc les trucks desserrés. On voit que le skateboard est très maniable. Par contre, dès qu'on commence à aller un petit peu vite, il y a beaucoup de flou, on a du mal à gérer le skateboard. À l'inverse, si on resserre les trucks fortement, là le skateboard va tout droit et on peut aller beaucoup plus vite. Mais en foil, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que plus on va avoir un foil qui est rigide, plus on aura du contrôle, plus on va supprimer les effets de flou. Et finalement, même pour un débutant, le fait d'utiliser un foil en carbone HM, ce sera plus facile puisqu'il n'y a pas de latence, il n'y a pas de flou au niveau du pilotage. Et est-ce qu'on peut dire, là je reviens un petit peu sur tout à l'heure, sur l'histoire des différentes qualités entre, je sais pas, la qualité carbone américain, asiatique, je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, il y a en gros, c'est pas parce qu'il y a marqué carbone sur la main, mais est-ce qu'il y a ma carbone et ma carbone? Alors effectivement, l'avantage d'un carbone, c'est qu'on peut faire la forme que l'on souhaite. Et justement, là où parfois on se fait piéger, c'est qu'on va pouvoir avoir un mât qui est extrêmement rigide, mais finalement, la rigidité, il y a deux façons de l'avoir. Soit en utilisant des fibres très performantes, soit en épaississant le profil. Alors on peut avoir un mât qui est extrêmement rigide, mais finalement qui est très épais, qui va traîner beaucoup d'eau et finalement la glisse sera très limitée. À l'inverse, on peut avoir un mât qui va être fin, qui va apporter énormément de glisse, mais qui sera souple. Et dans ce cas-là, pour pouvoir avoir les deux, c'est-à-dire la glisse due à la finesse du profil et la rigidité, là, il va falloir obligatoirement passer par des foils HM ou UHM. Et aujourd'hui, c'est de ce vers quoi on tend, c'est-à-dire d'avoir des profils de mât beaucoup plus fins, mais qui restent quand même rigides. Et donc là, obligatoirement, ça va passer par des fibres HM ou UHM, mais voilà, c'est effectivement la tendance aujourd'hui. Ok, donc là on parle des mâts où effectivement en montant en module de Young là, sur le mât on a potentiellement des meilleures performances parce qu'on va avoir plus rigide ou en tout cas avec un profil plus fin qui favorise notamment le glide, qui est un peu le mot magique en ce moment dont tout le monde parle. C'est ça. Est-ce que sur les ailes, en fait, on peut obtenir aussi des différences en utilisant différents carbones et en montant en module? Alors absolument. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, autant il y a quelques mois voire années en arrière, lorsqu'on qu'on avait des ailes, on va dire relativement épaisses, l'importance du carbone était, on va dire, peu signifiante. C'est-à-dire sur une aile épaisse, mettre un carbone au module, ça n'a pas forcément du sens. Maintenant, aujourd'hui, la tendance est aux ailes de haut ratio qui vont être fines en corde, pas très épaisses. Et là, lorsqu'on a des ailes qui font par exemple 100, 110 d'envergure, là le module HM est très important puisque derrière, si on n'a pas ça, on va avoir de la souplesse. Et là, c'est encore à nouveau du flou que l'on va avoir. Donc on n'aura pas seulement le flou au niveau du mât, mais aussi au niveau des ailes. Et aujourd'hui, justement par rapport à ce qu'on se disait, plus on aura des ailes qui ont une envergure importante, plus la rigidité du mât est importante et le fait de passer sur des modules HM aura du sens. Donc en quelque sorte, je veux dire que l'évolution des matériaux, enfin l'évolution de la demande du sport a forcé un petit peu à aller vers des nouveaux matériaux, enfin plus de monter en qualité. Ou alors est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est le fait que les matériaux sont arrivés qui t'ont permis d'aller explorer des nouveaux profils, des nouvelles envergures? Comment ça... Alors en fait les matériaux ils étaient là, c'est-à-dire que le module HM il existe depuis pas mal d'années, pas forcément très répandu encore, mais aujourd'hui effectivement le wing foil se développe très vite. On va de plus en plus vers la performance, on va de plus en plus vers des hauts ratios, on va de plus en plus vers du glide. Donc le glide ça vient des hauts ratios, ça vient des mâts fins, ça vient des nouveaux stabilisateurs, et pour pouvoir avoir quelque chose qui reste contrôlable, précis, on va dire ça passe quasiment obligatoirement vers ce type de fibre. Ok, ouais, c'est intéressant dans l'évolution du sport. En fait, on allait chercher d'autres technos, quoi, en fait. Enfin, la même techno, mais avec des matériaux
Ouais. plus technique, quoi. Après aussi, bien entendu, par rapport à... Alors effectivement, on a parlé de la rigidité, il y a aussi le poids. C'est vrai qu'effectivement, avoir un foil léger en termes de comportement, surtout si on fait un petit peu du freestyle, c'est intéressant. Mais après, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Quand on va commencer à monter sur des modules très hauts, on va aussi avoir des fibres qui sont un peu plus fragiles. Ah ouais. Donc qui vont avoir moins de résilience, donc qui vont un peu moins encaisser les gros efforts. Donc il faut que le constructeur dose pour avoir. Ok, pardon, tu veux dire que en fait, quand tu montes ton module, tu montes pas forcément en solidité. Voilà, on va monter en rigidité, mais aussi on peut avoir, enfin, s'il n'y a pas ce qu'il faut en termes de renfort, on va fragiliser aussi la pièce. Ok, ouais, c'est intéressant. Mais par contre, est-ce que en fait le module permet d'avoir plus léger, par exemple, ou est-ce qu'au contraire, t'en mets plus et peut-être même moins de... Est-ce que ça impacte le poids? Alors, quelque part, oui, ça peut impacter le poids, c'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde à l'absolu, on peut mettre par exemple une couche de module au lieu de 2 couches de carbone classique, même si c'est pas forcément exactement la même chose, mais on va dire ce serait une solution pour alléger. Mais par contre, on sera plus fragile derrière. Ouais, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Non, aujourd'hui, on va dire qu'on est quand même globalement sur les mâts des foils, on est quand même plutôt globalement surdimensionné. C'est-à-dire que on va mettre bien plus que par exemple sur un vélo, on va avoir quelque chose qui est quand même bien dimensionné normalement. Est-ce qu'il y a des différences de mise en œuvre sur en fait du coup toi qui fabriques des foils depuis ton usine ici au Touvet, le fait d'aller vers ces matériaux modules, est-ce que ça te change quelque chose dans le procédé de fabrication? Alors oui, quelque part, parce qu'effectivement, déjà, ce sont des produits qui sont quand même relativement onéreux, donc il faut être très précis au niveau de la découpe. Il faut essayer d'optimiser toutes ces découpes, mais aussi il faut respecter des choses qui sont très importantes, puisqu'en fait, la performance du carbone, c'est une performance qui est uniaxiale, c'est-à-dire que à l'inverse d'une barre, par exemple, d'acier qui est isotrope, le carbone, lui, au contraire, va travailler uniquement dans le sens de la fibre. Donc il faut impérativement que lors de la construction, l'orientation des fibres soit étudiée pour travailler réellement dans le sens de l'effort. Alors c'est pas forcément économiquement ce qui est le plus intéressant, puisqu'on va avoir plus de pertes, mais si on veut vraiment avoir de la performance, il faut respecter cette orientation des fibres. Et après, on parlait de glide tout à l'heure. Donc le glide, ça vient notamment, on en parlait aussi, de l'épaisseur du mât. Est-ce qu'il y a une épaisseur limite, quelque sorte, une sorte de plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir ou qu'on n'ose pas franchir En termes de finesse, tu veux dire, ouais. Par rapport à ça? Ouais, alors c'est... On a commencé, enfin j'ai pas les mâts à c'est combien? C'est 15-16 mm. Ouais, c'est ça, ouais. Et là on essaie de descendre en carbone, j'en ai déjà vu moins de 12. Je sais pas où t'en es et où tu trouves l'épaisseur limite entre le glide et la solidité, en fait, la rigidité. Nous en fait aujourd'hui la chance que l'on a quelque part, c'est qu'on a un passif sur la fabrication des foils, c'est-à-dire qu'on a fabriqué beaucoup de kite foils dans le passé et on est allé chercher les limites un petit peu de la fabrication. C'était vrai qu'à un moment donné on s'est dit il faut descendre en épaisseur, on est allé jusqu'à des épaisseurs de 11 mm et puis finalement on s'est rendu compte que la limite était dépassée et maintenant il faut remonter. On se rend compte que en dessous d'une certaine épaisseur c'est plus la peine d'aller chercher, même si on charge à fond avec du ultra haut module, on n'aura pas de gain et au contraire on aura même des effets qui seront moins bons, des problèmes d'écoulement, etc. Donc de la ventilation aussi. Aujourd'hui nous on est remonté et on sait qu'il faut pas redescendre sur des épaisseurs, des épaisseurs même de 12, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Aujourd'hui on a des épaisseurs plutôt aux alentours de 14 mm à peu près. En dessous on va dire c'est une vraie perte.
Est-ce que tu gagnes en glide, tu le perds autre part Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, deux choses, c'est-à-dire que même avec des très bonnes fibres, on n'arrive pas à tenir le profil, donc on a une perte de rigidité qui va se jouer par une perte de contrôle et au final, on va pas gagner. Donc là, il y a ça. Après, il y a un problème d'écoulement, c'est-à-dire qu'un profil trop fin, il aura tendance à être trop on-off. C'est-à-dire que l'apparition et la disparition de la portance sera trop radicale et du coup donnera des comportements pas agréables sur le foil. Dans les pièces en carbone qui composent un foil, est-ce qu'il n'y a que du carbone ou est-ce que tu peux mettre aussi, je sais pas moi, de la fibre de verre, autre chose peut-être, un noyau, est-ce que c'est pareil dans les mâts, dans les ailes, comment... Alors aujourd'hui, un composite, alors le carbone c'est du composite. Le composite souvent c'est un matériau d'âme et puis ensuite donc c'est ce qu'on appelle le noyau, le matériau d'âme, et puis ensuite on va avoir des renforts fibres ou carbone. Alors dans les ailes de foil aujourd'hui on a un petit peu tous les types. On va avoir des types un peu plus économiques qui vont être plutôt de la fibre de verre, il y aura un noyau bien entendu, et puis ensuite on peut avoir du carbone et de la fibre de verre. Nous chez Alpine Foil on va travailler uniquement le carbone. Toutes nos ailes, tous nos foils sont construits uniquement avec du carbone et le carbone, on va dire la norme la plus basse que l'on utilise chez Alpine Foil, c'est le HR, donc la norme standard de 230 GPa. Mais chez nous, le plus bas aujourd'hui, c'est 255 GPa. C'est la norme la plus basse que l'on utilise sur les carbones que l'on produit. Tout à l'heure, tu parlais des noyaux. Donc là, ça c'est important, toutes nos ailes comportent un noyau. C'est vrai que ça n'aurait pas forcément de sens de remplir une aile intégralement en carbone, elle serait pas plus résistante et puis elle serait beaucoup plus lourde, elle coûterait beaucoup plus cher, donc c'est pas forcément le point intéressant. En revanche, la nature du noyau est très très importante. On a la chance d'être en Europe. En Europe, on a pratiquement les meilleurs fabricants de matériaux, dont les meilleurs fabricants de matériaux d'âme. Nous on travaille avec un gros fabricant qui s'appelle RX, qui a un gros savoir-faire sur ces noyaux et qui a la particularité d'avoir des noyaux qui sont à la fois légers, qui résistent à la température, à la pression, qui sont des noyaux à cellules fermées, c'est-à-dire que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Et le dernier point, c'est qu'ils ont une nature avec une adhérence parfaite avec le carbone. Alors pourquoi je souligne ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de productions asiatiques qui utilisent en fait des matériaux d'âme plus basiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une grosse partie des matériaux d'âme utilisés en Asie, c'est du polyuréthane. Le polyuréthane, on le retrouve dans les semelles de chaussures. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez courant en Asie. Alors ça fait bien son office. Le seul petit bémol par rapport à ces matériaux, déjà le poids, sont souvent très lourds. Les polyuréthanes sont beaucoup plus lourds. Et l'autre point qui est un petit peu négatif, c'est que ça a une très mauvaise adhérence sur les époxys. Donc on peut avoir des fragilités. C'est vraiment que la peau extérieure qui tient la pièce, mais pas son noyau. À l'inverse, sur les matériaux de chez RX, on a vraiment une cohésion parfaite entre tous les éléments de la pièce carbone. Est-ce qu'on peut imaginer ou espérer peut-être que dans le futur, il y ait d'autres matériaux qui apparaissent à utiliser, qui soient plus respectueux de l'environnement, plus verts, enfin plus éco-responsables? Alors tu fais bien de lever cet aspect. Alors dans le cadre en fait d'Alpine Foil, puisque c'est notre production à nous depuis maintenant, enfin pratiquement depuis le début de la production, depuis qu'on est passé en pré-imprégné, pré-preg, on utilise des matériaux 100% recyclables au niveau des matériaux d'âme. Aujourd'hui encore, on a encore beaucoup aussi de sociétés qui utilisent soit du PVC, soit du polyuréthane. Nous, on utilise un matériau qui est 100% recyclable et qui est, on va dire, vraiment éco-responsable et dans la logique de notre philosophie. Moi, j'avais une question qui m'a été posée là sur mon Instagram, parce que j'avais annoncé que je venais parler avec toi. Et une question qui m'a été posée, c'est est-ce que le choix des matériaux ou la manière dont ils sont préparés, finis,
impacte le fait que le foil siffle ou pas une fois en navigation? Alors ça, oui, quelque part, c'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a une étape qui est très importante, c'est l'étape de finition et l'étape du respect du profil des ailes. Aujourd'hui, chez Alpine Foil, chaque couche qui est utilisée dans un foil est unique. Nous, notre procédé de fabrication, on utilise un système de découpe à commande numérique, ce qui est intéressant puisque ça nous permet de faire chaque couche unique, à l'inverse d'autres productions de masse où là on va utiliser des emporte-pièces. C'est-à-dire que sur certaines productions par emporte-pièces, on va avoir 3 emporte-pièces pour par exemple 10 couches de carbone. Donc on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de couches qui ne sont pas la bonne taille. C'est bien souvent le cas sur les productions de masse. Donc le problème, c'est que le carbone étant pas forcément compressible, lorsqu'il est pris dans le moule et que le moule est comprimé serré, ben parfois il ne ferme pas. Donc on va se retrouver finalement avec un profil qui n'est pas respecté, des épaisseurs de bord de fuite qui ne sont pas forcément correctes, et là on va se retrouver avec des foils qui sifflent. Donc tu veux dire que toi, une foil il siffle pas? Il ne siffle pas. Jamais. ça peut arriver, mais c'est plutôt très rare. C'est plutôt très rare. C'est une question piège. Bien sûr, mais après on a toujours ce qu'il faut et la solution par rapport à tous ces phénomènes qu'on maîtrise bien. Au début, effectivement, sur les tout premiers foils qu'on produisait il y a une dizaine d'années, on avait des sifflements, on ne savait pas encore d'où ça pouvait provenir, et on se rend compte que rapidement ça vient du profil qui respecte pas certains paramètres très importants. Comme surtout le bord, généralement c'est le bord de fuite qui est très très important. Le problème justement du bord de fuite, c'est que il y a un aspect, c'est que du carbone, s'il est affûté, c'est comme un couteau. Donc s'il est trop fin, ça va être dangereux, ça va être tranchant, et ça aujourd'hui c'est absolument pas ce que l'on souhaite. À l'inverse, à quelques dixièmes de trop, on va se retrouver avec un foil qui siffle. Donc il faut trouver la bonne balance entre le foil qui n'est pas dangereux, qui ne coupe pas, et le foil qui ne siffle pas. Donc c'est tout un savoir-faire au niveau de la réalisation. Ok, donc là on a beaucoup parlé de carbone, c'est très intéressant. Si on parle d'alu, en fait, est-ce que de la même manière sur l'alu, est-ce qu'il y a des différences de qualité? Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a Mahalu et Mahalu? Absolument. Alors effectivement, l'alu c'est un peu comme le carbone. En fait, l'alu c'est pas vraiment de l'alu, c'est un alliage d'aluminium. Et dans les alliages, on a vraiment une quantité importante d'aluminium qui ont des caractéristiques différentes, qui ont des performances mécaniques différentes, qui vont avoir des résistances à la corrosion différentes. Et effectivement, il y a Mahalu et Mahalu, tout à fait. Donc, pour rebondir à ce que tu disais, donc il y a Mahalu et Mahalu, mais comment on fait pour faire la différence d'un point de vue consommateur? Alors en fait, il y a deux positions au niveau du constructeur du foil. Soit il va chercher à avoir un ratio rigidité-poids, donc il va essayer d'optimiser la masse en utilisant un aluminium performant, première chose. Secondo, il va essayer aussi de faire des calculs de résistance des matériaux pour avoir vraiment le profil qui a la bonne épaisseur, la bonne résistance, etc. Soit il va se blinder, c'est-à-dire qu'il va avoir un profil beaucoup plus épais, des parois beaucoup plus épaisses, etc. Et là, on aura sûrement quelque chose de très rigide, très solide, mais par contre extrêmement lourd. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, quand on effectue tous les calculs mécaniques, et surtout que l'aluminium se modélise très très bien, puisque c'est un matériau qui est isotrope, on peut modéliser très facilement l'aluminium et savoir où sont les limites élastiques du matériau. Après, bien entendu, quand on travaille avec des sous-traitants, il faut avoir l'assurance que le sous-traitant fournit bien l'aluminium que vous avez commandé. C'est certain que si on vous met un 6060 alors au lieu d'un 6061, vous n'aurez pas du tout le même mât à la sortie. Et nous, dans notre point de vue d'acheteur, en fait, c'est quoi qu'il faut regarder? Alors, c'est la catégorie d'alu, par exemple, l'utiliser 6061.
Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que aujourd'hui, je pense qu'il faut faire confiance au constructeur. C'est-à-dire que si le constructeur vous dit c'est un 6061, normalement, c'en est bien. Nous, c'est sûr que si de toute façon c'est pas du 6061, le mât, au moment d'un effort, il va plier et il tiendra pas le choc. Donc ça c'est clair. Ou sinon vous allez avoir un foil très lourd qui est surdimensionné et du coup pas forcément très agréable à piloter puisqu'il aura de la traînée et il sera lourd à transporter, donc pas forcément très agréable. Ok, pendant qu'on parle encore d'alu, chez Alpine Foil, tous les foils ont des fuselages alu ou alors titane, mais donc pas de fuselage carbone. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça implique? Alors c'est une bonne question. En fait, pendant très longtemps, au début d'Alpine Foil, on a construit des foils avec des fuselages carbone. Malheureusement, on s'est rendu compte que le fuselage carbone n'était pas forcément bien approprié à la pratique, aux caractéristiques d'un fuselage. C'est-à-dire que le carbone travaillant vraiment dans l'axe de la fibre, c'est très difficile d'avoir vraiment les fibres dans tous les axes, surtout que sur un fuselage on va travailler en torsion et en flexion, donc difficile de privilégier un axe plutôt qu'un autre, et puis on peut avoir aussi des phénomènes de fatigue, et aujourd'hui justement avec des ailes de grandes envergures, c'est quand même assez problématique. Donc le fait d'avoir un fuselage en carbone, on a des risques de fragilisation dans le temps, de micro-fissurage à l'intérieur et des risques de casse. L'avantage de l'aluminium sur le fuselage, c'est justement comme il est isotrope, on peut bien calculer sa résistance. Il est aussi plus résilient, c'est-à-dire que sur un saut en torsion, il va encaisser une certaine déformation que le carbone n'acceptera pas. C'est-à-dire que le carbone ne va pas bouger jusqu'au moment où il va rompre et derrière on a des risques de casse. Le fait de passer sur de l'aluminium au niveau du fuselage, on a beaucoup plus de fiabilité. On a aussi un autre point qui est intéressant, c'est que sur l'aluminium, on travaille sur des centres d'usinage, donc avec des niveaux de précision très importants, et du coup l'assemblage et le fuselage est toujours identique. Sur le moulage, on peut avoir un peu plus de résine, un peu plus de ci de là, et on peut avoir des petits écarts au niveau du calage. Quand on sait que par exemple une aile calée à 0,7 degrés en plus ou en moins, ça peut changer de comportement. C'est vrai que parfois on a des changements, des comportements différents selon les foils avec des fuselages carbone. Je l'ai déjà dit, tu fabriques tes foils ici en France depuis le début, donc tout est fabriqué en France. Est-ce que c'est plus simple ou est-ce que c'est plus compliqué de fabriquer en France plutôt qu'en Asie? Alors en fait, je dirais que surtout ça donne beaucoup moins de stress pour le fabricant. Je parle pour moi. Quand j'ai commencé l'expérience Alpine Foil, au tout début, je fabriquais les foils dans mon garage. Tout se passait pas trop mal. À un moment donné, j'ai commencé à essayer de sous-traiter. Et là, je crois que j'ai eu des transpirés, des nuits blanches comme jamais. Parce qu'effectivement, le foil, c'est quelque chose qui nécessite un très haut niveau de précision et une constance dans la production. Alors aujourd'hui, produire en France, c'est un challenge, c'est-à-dire que tout le monde est au courant des coûts de production, des coûts salariaux, etc. Simplement, pour produire en France aujourd'hui, il faut être un petit peu ingénieux, essayer d'optimiser la production. Donc produire en France, pour moi, ça passe par une grosse phase d'industrialisation et d'optimisation de la production. Donc nous aujourd'hui en France, on est super content de produire en France. On arrive aujourd'hui à avoir un bon niveau de compétitivité, des produits pas plus chers que ceux qui sont produits en Asie, mais surtout avoir une qualité qui est constante et on n'a pas de stress par rapport à ça. Donc aujourd'hui pour moi, une fois que la production est maîtrisée, c'est un gros confort de produire en France. L'autre intérêt justement de produire en France, bien sûr il y a les coûts de transport où effectivement on va être même au niveau de l'éthique, passer d'un côté à l'autre de la planète, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est hormis les délais, etc. Mais aussi surtout c'est une réactivité, c'est-à-dire que si on doit faire évoluer quelque chose, on le fait tout de suite. Le problème d'une production déportée Asie,
c'est un décalage dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut énormément anticiper et souvent lancer une production souvent importante pour anticiper sur l'année. Et s'il y a un petit truc qui va mal, on sait que c'est la saison qui est foutue, puisqu'en fait tous les produits auront le même problème et on va le retrouver pratiquement sur la saison complète. Et au niveau des prix des foils, on voit que c'est quand même des petits bijoux, ça coûte quand même un certain prix. Pourquoi c'est aussi cher alors pourquoi un foil est aussi cher? La raison est simple, c'est qu'il y a quand même énormément de main d'œuvre. Alors les matériaux coûtent cher, mais on va dire que c'est pas forcément on va dire ce qui impacte le plus. Je pense que réellement ce qui impacte le plus, c'est les temps de fabrication, la main d'œuvre. Pour fabriquer un foil, c'est pas un petit bouton, on appuie et il y a une pièce qui sort du moule. Non, il y a énormément d'étapes. On va dire que l'étape de finition est très importante sur un foil. Produire une aile de foil ou un mât, ça prend un certain temps, mais la finition c'est au moins 40% du temps et du coût du foil. Donc aujourd'hui en plus on fait le choix d'utiliser que des produits haut de gamme, que ce soit les vernis, que ce soit certaines résines, les matériaux d'âme, et tous ces produits coûtent quand même relativement cher. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les foils sont on va dire plutôt assez chers. Ok, merci beaucoup Damien pour toutes ces infos très riches. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la fabrication d'un foil, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui vous est proposée à l'écran avec la visite de l'usine Alpine Foil et des différentes étapes de la fabrication d'un foil. Je pense que ça devrait bien vous intéresser. Et moi je vous remercie pour votre fidélité. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et puis voilà, rendez-vous samedi prochain 9h15 pour la prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir tout le monde, à bientôt.